Spectateurs de Canal 10 de Culture Business. Très heureux encore une fois de vous retrouver dans cette émission. Culture Business, une émission qui veut parler d'économie, mais autrement. Le K du Culture Business veut dire Kawikera. Et nous voulons, avec cette déclinaison, dire qu'il y a une manière de faire du business. Et que le business n'est pas comment on dit ça? Les gens ont tendance à dire, quand on parle de business, comme la chanson de Patrick Saint-Éloi, c'est... Non, c'est pas ça le business. Les Américains ne parlent pas de business comme étant quelque chose d'illicite, mais c'est cette capacité à créer de la valeur ajoutée et de le faire de manière culturelle. C'est-à-dire, c'est de le faire comme si nous, on est là pour planter des petites graines. On va apporter notre contribution pour vous aider, vous, entrepreneurs, et ceux qui sont aussi en reconversion, ceux qui souhaitent embrasser cette belle aventure de l'entreprise. Vous souhaitez vous devenir entrepreneur, être à votre compte, essayez modestement de vous apporter tous les éléments, des éléments en termes de gestion, des éléments en termes de mindset, des éléments en termes d'orientation pour mieux vous positionner et surtout développer et réussir votre business. Alors aujourd'hui, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Nous avons commencé en retard et donc je tiens au nom de toute l'équipe à m'excuser, à nous excuser puisque nous avons eu un petit forfait d'un autre invité. Et donc je tiens à dire deux mots puisque je pense que il faut qu'on apprenne à se respecter dans ce pays, que la parole donnée a de la valeur et que la presse et les institutions, les médias et les institutions doivent travailler en corrélation puisque l'auditeur, celui qui nous regarde, lui, il a besoin d'informations. Il a besoin de comprendre à quoi sert telle institution, qu'est-ce qu'elle est, quel est son bilan, comment ça fonctionne pour que lui, dans ses besoins régaliens, puisse avoir des orientations claires. Puisqu'on le dit tout le temps, en Guadeloupe, il y a un millefeuille avec plein d'institutions. On sait qu'il y a la commune, il y a la comité d'agglomération, il y a la région, il y a le département, on ne sait plus. Il y a tellement de dispositifs que maintenant, les entrepreneurs ne savent même plus où donner de la tête puisqu'il y a trop de choses. Et voilà, on disait qu'il n'y avait pas, maintenant il y a beaucoup, mais on ne sait plus. Voilà, donc alors moi, nous avions comme invité Liedom et nous devions parler de l'éducation financière, un sujet très difficile, un sujet central pour les entrepreneurs, mais aussi pour nos familles. Et nous avons eu un forfait, donc je tiens à dire que je ne suis pas content et que je tiens à le dire et qu'on aimerait que ces personnes comprennent que nous sommes là pour être une courroie de transmission entre vous et nous. Donc, il faut un minimum de respect. Il faut s'engager à tenir sa parole et faire en sorte de faciliter cette relation. Beaucoup l'ont fait, comme la Chambre des métiers qui a répondu présent et a apporté beaucoup d'informations, hein, Francimé. La Chambre de commerce aussi. La Chambre de commerce aussi. Et ils sont encore demandeurs. Tout à fait. Nous avons eu la BPI avec une directrice qui a joué le jeu et qui nous a apporté tout un ensemble d'éléments sur cette institution. Le CTIG doit venir aussi, la région, nous allons recevoir toutes les institutions parce qu'on s'est rendu compte que des fois, le Guadeloupéen ne savait même pas à quoi servait la BPI. Est-ce que tu connais la BPI et à quoi ça sert? Alors, j'ai déjà entendu parler de la BPI, en tout cas. Je sais qu'ils peuvent financer certains projets. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas plus d'informations sur la BPI que ça. Voilà. Tout ça pour une transition. Donc, il fallait que je le dise. Et j'ai toujours dit que nous ne devons pas avoir ni de langue de bois. Et surtout, Canal 10 nous permet d'avoir une certaine liberté de ton. Et l'essentiel, c'est de vouloir faire avancer son pays. Et donc, quand ça ne va pas, on va le dire. Et quand ça va bien, on va le dire aussi. Voilà. Alors, Francimé, moi, je vais très bien. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, je dis bonjour à tous les téléspectateurs, comme d'habitude. Et pour aller dans le même sens que toi, ma vision, c'est exactement ça. Quand j'accompagne mes clients, je leur dis, moi, ma vision, c'est que je puisse impacter au travers de mes clients, des sociétés que j'accompagne, notre territoire. Parce qu'on a un potentiel et il faut qu'on soit conscient de ce potentiel. C'est pour ça qu'on est là. Et je vais te dire que même si on a eu, je ne dirais pas forfait parce que c'est absence, on peut avoir des inconvénients, mais il suffit de prévenir. Mais là, on n'a pas été prévenu et on l'attend ce matin. Donc, c'est plus qu'un manque de respect pour moi. D'accord? Donc, nous sommes là et ça va y aller. Très bien. Alors, on va présenter nos invités. La dame d'abord, Madame Danielle Clarin. Vous êtes la dirigeante d'un centre de formation. Je vous
Bonjour, d'ailleurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça se voit. Je vous laisse compléter votre présentation. Voilà, moi je suis Danielle Clarin, la directrice pédagogique et la dirigeante de IGIA Global Institute, un centre de formation spécialisé sur les métiers de l'hygiène et de la propreté. D'accord. Ok, vous avez eu beaucoup de travail avec le Covid là. Oui, énormément. On va en parler tout à l'heure. Alors avec vous, juste à côté, Monsieur Manuel Pierre, qui est l'invité de Ludivine dans la rubrique Un jeune, un parcours. Malheureusement, Ludivine est malade. Et Brigitte aussi, ça me permet d'envoyer un salut, une salutation à Brigitte aussi, qui nous regarde et qui nous manque. Voilà. Absolument. Voilà. Beaucoup même. Voilà. Alors, bon courage à nos deux malades et on souhaite vous retrouver bientôt. Alors, Monsieur Manuel Pierre, vous êtes tué, puisqu'on se connaît. Alors, tu es éco-jardinier tropical. Tu vas nous expliquer tout ça. En même temps, tu fais du karaté, tu es prof de karaté. Ça va faire un paquet de bêtises. On va voir aussi ton parcours, puisque tu es passé par des phases. Tu as fait des voies au départ et ensuite tu as fait maintenant, tu te sens mieux dans ce choix final. Tout à fait. Donc, éco-jardinier tropical, donc, je suis le créateur des éco-jardiniers tropicaux et je propose des formations en ligne en éco-jardinage, donc avec des méthodes sans produits chimiques pour pouvoir cultiver chez soi pour le grand public. Pourquoi tropical? Parce que on trouve énormément d'informations, que ce soit sur la permaculture ou d'autres techniques pour les régions tempérées, la France, etc., mais qui ne sont pas tout à fait adaptées à nos régions tropicales, puisque nous, on a des spécificités auxquelles il faut tenir compte. Comme tu l'as dit, donc à côté, effectivement, je suis aussi professeur de karaté. Donc j'ai une salle de body karaté, et puis nous on s'est connus dans d'autres activités, sur d'autres projets, la radio, etc. etc. Donc effectivement je fais pas mal de choses, mais aujourd'hui mon activité principale c'est les éco-jardiniers tropicaux. Et comme tu l'as dit, effectivement je suis passé par pas mal de métiers avant, notamment de commerciaux, dans différentes entreprises, ça se passait très très bien. Mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait vraiment... j'avais besoin d'une indépendance et puis de faire quelque chose que je trouvais utile, vraiment. Et il me semblait que partager de la connaissance, une connaissance qui peut servir à n'importe qui, en fin de compte, qui veut se nourrir plus sainement, qui veut avoir un jardin, qui veut juste avoir la satisfaction, puisque c'est une fierté de voir le fruit de son travail. C'est du concret. Voilà, c'est du concret. Voilà, j'avais besoin de ça. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure. Très bien. On reviendra sur tout ça tout à l'heure. Je vous demanderai aussi de réagir sur deux informations particulièrement intéressantes au niveau économique. Donc, il y a premièrement il y a eu une communication sur le campus santé et le nouveau CHU avec une date de livraison, c'est 2024. Donc, on va passer une petite vidéo et vous allez réagir là-dessus. On parlera aussi de l'arrivée de Air Sénégal, d'une nouvelle ligne qui va s'ouvrir du côté de la Martinique. Et l'intérêt pour nous, on va en discuter, l'intérêt pour nos contrées, puisque ça va permettre de relier un continent avec ce qu'on appelle le 6e continent, la Caraïbe. Voilà, nous parlerons de tout ça. Donc alors d'abord, on va revenir vers Madame Clarin et parler un petit peu de votre activité et des difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre du Covid. Je laisserai France Aimée, puisque c'est ton invité, assumer cette relation et présenter à la population qui vous êtes. Voilà. Alors moi, je suis, comme je dis, Danielle Clarin. Je dirige ce centre de formation spécialisé dans les métiers de l'hygiène et de la propreté. Et l'hygiène et la propreté, c'est un secteur, durant le Covid, qui a été très utile, mais c'est un secteur très utile au quotidien. Et c'est un secteur aussi qui est en plein développement. Donc, c'est vrai que c'est une filière professionnelle qui est malheureusement pas très connue et pas très valorisée. D'ailleurs, le slogan de IGIA Global Institute, c'est « Valorisons nos métiers ». Donc, l'objectif essentiel, en fait, de ce centre de formation, c'est de valoriser, faire connaître ces métiers-là, mais aussi mettre en lumière ces métiers. Parce que l'hygiène et la propreté, ça va jusqu'au bac+5.
Bac plus 5. Ah ouais. jusqu'au bac plus 5. Est-ce que vous pouvez nous faire un état de différents métiers dans ce secteur? Alors, dans l'hygiène et la propreté, on trouve les professionnels de base, les opérateurs de base qui sont des agents de propreté, qui font l'entretien des locaux au quotidien. Les personnes que vous voyez, que vous ne voyez pas, mais qu'en arrivant le matin, les locaux sont propres et assainis. On a aussi des chefs d'équipe. C'est des personnes qui vont encadrer ces agents de propreté. Nous avons des responsables de secteur qui vont diriger plusieurs chefs d'équipe sur lesquels il y a déjà des agents de propreté. Et au niveau des agents de propreté, il y a plusieurs classifications d'agents de propreté. On a des agents de service qui font des tâches qui sont répétitives. On a aussi des agents très qualifiés de service. C'est des gens qui vont utiliser les machines que vous voyez dans les centres commerciaux, les monobrosses, les autolaveuses, etc. Et aussi, on a les chefs d'équipe qui vont encadrer toutes ces personnes. Et dans l'entreprise de propreté aussi, et ailleurs, dans les entreprises qui sont organisées de cette manière, nous allons trouver aussi ce qu'on appelle des responsables qualité, qui sont en lien direct avec le client pour la satisfaction du travail. Nous avons aussi des responsables de secteur, chefs d'équipe, je disais responsables qualité. Nous avons aussi des technico-commerciales. Nous avons aussi des personnes, des responsables d'agence, des personnes qui vont diriger les agences. Et à travers ça, nous avons tout un tas d'agences spécialisées dans certains domaines. Parce que l'agent de propreté et d'hygiène, il ne fait pas que l'entretien des bureaux dans les milieux tertiaires. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'agents de propreté spécialisés dans des secteurs spécifiques. Je m'explique. On a besoin d'agents de propreté pour évoluer dans les milieux funéraires, par exemple. Ah oui, Par exemple, très encadré aujourd'hui. Très en crèche, où on a des réglementations un peu particulières. En laboratoire. En laboratoire, en pharmacie, en milieu hospitalier, bref, en milieu spatial, un peu partout. En spa, en milieu nautique, un peu partout. Donc, l'agent de propreté d'hygiène intervient dans tous ces secteurs avec des méthodologies de travail, des connaissances, mais aussi du matériel et des produits adaptés. Voilà. Depuis Donc, quand existe ce centre de formation? IGA Global Institute existe depuis 2 ans. D'accord. Et comment vous êtes arrivé à cette activité? Alors, pourquoi on a monté IGA Global Institute? Parce que Daniel Clarin ne sait faire que ça. Donc, voilà. Alors, à l'origine, ma formation de base, c'est une formation basée essentiellement, j'ai fait un cursus, l'école de la propreté. Une partie sur le lycée du Moule et l'autre partie sur Paris. Et après, j'ai travaillé dans d'autres établissements. Et pour arriver aujourd'hui, j'étais une ancienne aussi, pour ne pas... je vais quand même le citer parce que c'est une entité où j'ai travaillé, où j'ai développé pas mal de compétences, c'est-à-dire Guadeloupe Formation. Et après Guadeloupe Formation, pour des raisons personnelles, j'ai décidé que ce que ne pouvaient pas faire les autres, j'avais ma carte à jouer, et d'où la naissance de IGA Global Institute. Parce qu'IGA Global Institute, on s'inscrit en fait auprès principalement des salariés qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ne se sont pas professionnalisés entre-temps et n'ont pas de certification. Donc, c'est notre vrai credo. Et à part de ça, on fait aussi du conseil, beaucoup de conseils. Par exemple, en ce moment, dans notre actualité, on est en train d'aider en fait une école privée à se doter de matériel, de moyens adaptés à leurs locaux, des concepts et des protocoles de nettoyage. Ça aussi, IGA Global Institute, c'est son fort. D'accord. Donc vous faites des formations diplômantes, mais aussi des formations certifiantes et qualifiantes. Et toutes les personnes qui ont de l'expérience, après une analyse, après un diagnostic, nous leur proposons aussi de valider leurs acquis. Très bien. Donc, grâce à la VAE, avec plusieurs domaines de ministères différents. Donc, tout dépend si le candidat il est à l'aise, par exemple, techniquement, on va le diriger plus vers des titres professionnels. S'il est en capacité de bien s'exprimer à l'oral, on va le diriger vers des diplômes de l'éducation nationale. Et on a aussi tout ce qu'on appelle les CQP accords de branche,
C'est des certifications de qualification professionnelle qui sont faites dans les métiers de l'hygiène de la propreté avec l'organisme l'OC Propreté qui se situe à Paris, avec lequel on travaille. Et ça nous permet d'avoir une plus large palette de formations à proposer à nos publics. En fait, je vais revenir sur quelque chose parce que j'ai connu Madame Clarin dans des conditions un peu particulières. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Voilà. Alors, avec Culture Business, aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec ma rencontre avec Francé Mécoquin. C'est parce qu'en fait, un jour, moi, je me dis aujourd'hui, je suis une professionnelle, je maîtrise bien ce que je fais. Je connais mon métier. Mais je me suis dit à un moment T, ça, je sais bien le faire, mais finalement, il me manque quelque chose en tant que chef d'entreprise. Donc, j'étais tout à fait par hasard sur Facebook. Je cherchais, je regardais les actualités du jour. Je scrollais. Et puis, je tombe sur France Aimée. Et puis, je dis, tiens, mais cette dame-là, elle m'intéresse. Tout de suite, je prends mon téléphone, je l'appelle, on prend rendez-vous. Et c'est de là que je vois qu'elle correspond effectivement à ce qu'il me faut. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, je me disais, je connaissais mon métier, mais j'avais besoin, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeante, de mettre d'autres choses. Vous avez conscience de vos limites. J'ai eu conscience de mes limites. Et ensuite, on a développé un partenariat. On a fait un très beau séminaire, un bon accompagnement en place. Et très honnêtement, je vous assure, être chef d'entreprise aujourd'hui, on doit avoir plusieurs casquettes. On connaît son métier, mais il faut s'occuper aussi de l'argent. L'art d'aimer les gens. N'est-ce pas? Voilà. L'argent. Donc, par rapport à mon expérience avec elle et l'accompagnement qu'on a eu avec les entrepreneurs inarrêtables, je dirais ça bien, j'ai pu comprendre dès cet instant que mon rôle de chef d'entreprise devait changer. Et grâce aux outils, tout le diagnostic qu'elle a mis en place avec nous, ça m'a permis de savoir, attention Daniel, Clarin, tu as des choses à mettre en place. Donc, par rapport à ça, j'ai dû créer en fait tout un tas de tableaux de bord. J'ai dû revoir en fait mon organisation, des choses que moi je ne jugeais pas, je dirais, d'important. Elle nous a fait comprendre l'importance de chaque document pour qu'il soit classé, rangé, mais aussi qu'il soit à portée de main à chaque fois et de manière instantanée. Et moi, j'ai compris à travers cet accompagnement que tous les éléments dont elle nous parlait me permettent au pied levé de prendre des décisions. C'est ça que j'ai retenu en fait dans cet accompagnement. Et ça m'a plus ou moins allégée. Au quotidien, je suis plus allégée dans mon organisation, dans ma façon de voir les choses, à tel point que mes collaborateurs m'ont dit, Madame Clarin, vous commencez à devenir radine. Oh, c'est pas l'objectif, je rappelle. C'est pas l'objectif de devenir radin, c'est pas ça du tout. Mais en fait, il faut maîtriser les dépenses. Absolument. Il faut maîtriser les dépenses. En fait, j'ai une autre approche de mes dépenses, j'ai une autre manière de concevoir les choses. Quand je mets un projet en place, tout de suite, il y a je dirais, des critères que je ne prenais pas en compte. Je suis beaucoup plus rationnelle. Et puis, ça me permet de revoir mes projets, de revoir mes quantitatifs, de revoir plein de choses. Et même sur le plan, je dirais, elle nous a donné beaucoup de conseils, au cas aussi, en cas de contrôle social, contrôle fiscal. On a tout revu, sincèrement. Cet accompagnement nous a permis vraiment d'être, que je dirais, vraiment bien. Bien organisé, mieux organisé. Ce que je vais récapituler, c'est que Daniel a dit qu'elle m'a connue comme ça, sur Facebook. Voilà. Et je le répète souvent à mes clients, les clients achètent votre énergie. J'aurais fait une petite vidéo en disant « Bonjour, vous savez, chez nous, on fait ci, on fait ça. » Alors que non, c'était une vidéo, justement, je disais, les impératifs d'être entrepreneur.
Exact. C'est pas seulement avoir un savoir-faire, mais aussi diriger une structure. Et ça s'apprend. C'est un vrai métier qui est en parallèle de votre savoir-faire. Donc, c'est vraiment important. Les clients achètent votre énergie. Et elle a parlé tout à l'heure de l'argent en disant que l'argent est l'art d'aimer les gens. Alors, vous prenez argent, vous le séparez en deux. Art. Et au milieu, vous rajoutez aimer, l'art d'aimer les gens. Pourquoi? Parce qu'on est là pour servir. C'est la première chose. Et d'autres pensent qu'ils sont là pour faire de l'argent. C'est une conséquence, l'argent. Ça vient après certaines actions. Ce n'est pas un but. C'est une conséquence. Donc, si on ne connaît pas les conséquences, la manière de faire, la méthode appliquée, on aura beau travailler. C'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent dur. Mais entre travailler dur et avoir de l'argent, il n'y a aucune commune mesure. Ça ne va pas ensemble. Il faut travailler intelligemment. Très bien. Voilà. Et en fait, pourquoi j'avais invité Daniel? Tout simplement parce que je l'avais promis samedi dernier de revenir sur la masterclass. Et en fait, Daniel a participé à cette masterclass. Mais avant de revenir à Daniel, je vais demander aux techniciens de passer une vidéo de Madame Anne Kellery, qui est une coiffeuse de métier et qui est propriétaire de salon de coiffure depuis plus de 20 ans, bien connue sur la place et qui en fait a participé à cette masterclass et qui donne son avis dessus. Très bien. Technicien, je ne sais pas. Bonjour à tous et à tous. Je suis Madame Kellery Anne. J'ai mon entreprise à Marguerite-Rosier. Mon secteur d'activité, c'est la coiffure. Et donc, j'ai décidé de faire cette formation parce que j'ai vu sur Facebook que Madame France-Aimée avait une formation en abondance. Et donc, comme je suis sur la même alignée, donc je me suis dit pourquoi pas faire cette formation pour voir un petit peu les stratégies, la méthodologie qu'elle emploie pour mon entreprise. Donc, ce que je conseille aux artisans, quel que soit artisan que vous êtes, que vous pouvez faire cette formation parce que vraiment l'abondance, c'est quelque chose qui vibre et qu'il faut avoir beaucoup de vibrations et beaucoup de positivité pour pouvoir acquérir. C'est beau. Je vous conseille de contacter au plus vite Madame France-Aimée Conquin pour la formation de masterclass parce que moi, franchement, aujourd'hui, ça m'a beaucoup motivée pour pouvoir continuer la méthodologie qu'elle nous a donnée pendant les 3 jours dans l'entreprise. Et avec ça, je peux vous dire que vous pouvez continuer dans votre entreprise. On ne lâche rien, même en temps de Covid. On peut continuer avec sa méthodologie parce que vraiment, nous avons été très ravis de cette formation. Donc, vous avez vu, ça c'est la vie d'un coiffeur. Et là, la vie de Daniel sera différente certainement, puisque c'est 2 secteurs différents. Mais on avait un panel différent. On avait un coach en développement personnel. On avait aussi un responsable de société qui, lui, est dans le bâtiment. Et on avait aussi un agro-transformateur qui est en Martinique. En fait, c'était assez différent. Et tout le monde a pu justement parler de son vécu, de son expérience et surtout des difficultés pour lesquelles ils étaient venus chercher des solutions dans cette masterclass pendant 3 jours. Alors Daniel, dis-nous déjà pourquoi tu as fait le choix de participer à cette masterclass. Alors, j'ai fait le choix de participer à cette masterclass, premièrement pour avoir une continuité sur l'accompagnement que j'avais déjà eu avec France-Aimée, mais c'est surtout, c'était pour comprendre au niveau où j'étais déjà, par rapport à ceux qui démarraient la masterclass, quel a été eux aussi leur élément déclencheur? Est-ce qu'on était sur la même longueur d'onde? Et je vais rajouter pour la petite histoire, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué dans cette masterclass, des choses simples de la vie, mais finalement en termes de conséquences, je dirais sur l'activité professionnelle, sur son business, c'est que tout le monde, on a un téléphone portable, mais on ne sait pas s'en servir. Le téléphone portable, c'est une manne financière. On ne sait pas s'en servir. Et moi, j'avais jugé ça au préalable banal. Pour moi, j'ai des réseaux, Facebook, WhatsApp, Insta, LinkedIn et j'en passe. Mais je n'avais pas compris l'intérêt en tant que manager. Et après, avec l'accompagnement et aussi dans la business
dans le masterclass, j'ai compris en fait tout l'intérêt. Et là, j'ai mis à profit, ça m'a permis, dans la même journée, j'ai tout changé, tout modifié. J'avais un certain nombre de choses, et puis Mme Coquet qui me dit, Clara, on n'a pas besoin de savoir si vous êtes mariée, on a besoin de savoir ce que vous faites. Vous faites quoi? Oui, parce vous êtes qui? Parce qu'en fait, et là, quand on ça m'a permis de tout modifier et de me comporter et d'avoir une posture professionnelle beaucoup plus convaincante. On prend un exemple, c'est tout simplement parce que quand on ouvre le compte personnel de Mme Clara, on ouvre, on regarde, oui, sa situation personnelle superbe, mais on ne sait pas ce qu'elle fait comme métier. Exact. Alors que là, ça serait l'occasion, quelqu'un qui regarde votre page, sache que vous dirigez IGA Global Institute. Peut-être que la personne est intéressée, elle va se dire, ça, c'est curieux, je ne connais pas, elle va cliquer. Mais si on ne sait même pas. Alors, la remarque que j'ai eue de beaucoup d'entrepreneurs est la suivante, c'est qu'en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de mettre sur Internet ce qu'ils font, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'ils font. Alors, comment les clients vont venir à vous s'ils ne savent pas ce que vous faites? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moun ka veillé, ça fait en moins. Qu'est-ce que ça veut dire? On est chef d'entreprise, on est d'abord là pour se mettre en avant. C'est notre activité. Vous êtes le moteur de l'entreprise. Donc, c'est encore une autre marque qui défavorise en fait l'activité. Alors que tout le monde, les chiffres sont là, hein, au moins 2 heures par jour qu'on est sur les réseaux. Donc, mettez votre activité, mettez-la en avant, le plus de venir chez vous, et on va frapper à votre porte. Donc, on va cliquer sur votre entreprise, en fait. Et je peux témoigner aujourd'hui pour dire aujourd'hui que ça a fonctionné, parce que depuis, notre nombre d'abonnés a augmenté. On a beaucoup plus de personnes qui s'interrogent et qui cherchent à savoir ce qu'on fait, ou des personnes qui nous disent, ben, tiens, on avait besoin de faire une VAE, on avait besoin de faire une formation. Franchement, ça nous a vraiment, ça a boosté un peu Monsieur Pierre secouait la tête. Oui, puisque alors moi je suis d'une génération plus jeune, beaucoup plus jeune, donc beaucoup plus habituée aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Les éco-jardiniers tropicaux, si vous cherchez, c'est la page Facebook en premier lieu que vous allez retrouver, sur laquelle je donne énormément d'informations. Donc c'est pour ça aussi que j'ai souri lorsque vous avez dit que l'argent, c'est l'art d'aimer les gens. C'est ça. Parce que le premier objectif, en tout cas pour moi, bien entendu, il faut que j'en vive. Donc bien entendu, je vends des formations, etc. Mais d'abord et avant tout, je donne énormément de conseils aux gens, des conseils qui sont complètement gratuits. J'organise assez régulièrement des webinaires gratuits d'1 heure où dedans je donne énormément de conseils. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui s'intéressent vraiment au sujet, effectivement, je propose une formation là complète de A à Z pour apprendre à mettre en place son jardin sans produits chimiques et en utilisant les atouts de notre environnement, puisque c'est tout à fait possible. Et donc ça m'a fait sourire lorsque j'ai entendu ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas, hein, et que même des jeunes parfois veulent séparer un petit peu l'aspect personnel de l'aspect entrepreneurial. Ce qu'on peut comprendre quelque part, parce qu'on a besoin parfois aussi en tant que chef d'entreprise de couper à des moments. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut mettre son activité en avant. Moi, par exemple, nous sommes la valeur ajoutée. C'est ça. Voilà. Si on regarde par exemple mon WhatsApp depuis peu, c'est le logo de mon entreprise qui est sur mon WhatsApp. C'est un WhatsApp business. Je communique énormément avec les clients parce que c'est beaucoup plus simple de communiquer avec les clients par WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Donc, et puis c'est un réel métier, hein, d'être sur les réseaux, parce que ça prend un temps considérable. Alors, Manuel, justement, est-ce qu'on va décliner un peu ce que tu proposes quand tu parlais des atouts naturels? Quels sont-ils? Alors, on vit donc dans nos milieux tropicaux, on a la chance d'avoir une biodiversité qui est extraordinaire. Et lorsqu'on regarde par exemple les forêts, elles poussent sans produits chimiques, elles n'ont pas besoin que les hommes mettent la main pour pouvoir être fertiles, florissantes. Et nous, on se base un petit peu sur le modèle des forêts. C'est-à-dire que aujourd'hui, en agriculture conventionnelle, on s'est beaucoup axé sur les nuisibles, ce qui nous embêtait, et on épandait un paquet de produits. Nous, au contraire, on va revenir plutôt sur nos amis, sur ceux qui vont nous aider, sur les petites bêtes de notre jardin, même si on n'aime pas forcément les petites bêtes, mais les petites bêtes de notre jardin qui vont permettre de créer un équilibre dans ce jardin et de ne plus avoir à traiter. Et c'est une toute autre façon de voir les choses et de jardiner, en fait.
Pourquoi? Parce que là, on n'est plus dans... Déjà, on réduit ses efforts. Le jardinage, c'est quand même une activité très physique. Mais on réduit ses efforts et on est beaucoup plus dans de l'observation, de la contemplation. Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien, si on veut parler de bien-être. De bien-être. Ça fait beaucoup de bien. On est beaucoup plus dans cela que dans du traitement avec des produits qui peuvent être nocifs. Donc, nous, dans notre formation, par exemple, la première chose qu'on enseigne, c'est d'observer son environnement, parce qu'il va falloir cultiver avec son environnement, avec son type de sol, avec la luminosité qu'on aura sur notre jardin, avec le vent, avec les pluies. Donc, vraiment d'observer pour pouvoir connaître les atouts du jardin et puis les contraintes qu'on peut avoir pour éviter certains pièges. Par exemple, si on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'eau, on va plutôt planter des plantes qui n'ont pas besoin forcément de grands apports en eau. Et vice-versa. Ensuite, on va apprendre aussi à travailler le sol. C'est un point névralgique d'un jardin. C'est à peu près 70% de la réussite dans un jardin, souvent sous-estimé. Le sol est vivant, en fait. Le sol, c'est pas juste de la terre qu'on va retourner comme ça, n'importe comment, pour pouvoir planter ces plantes. Et quand on prend conscience de la vie qu'il y a dans le sol et qu'on la respecte, eh bien, au final, on obtient un sol vraiment fertile et qui va nous donner des plantes qui seront capables de résister aux attaques de maladies ou de nuisibles beaucoup plus facilement et qui vont nous donner aussi fruits et légumes en abondance. Quand on fait des tomates de près de 300 grammes, 300-500 grammes, des choux aussi gros que... Voilà, c'est parce qu'on a un sol... Sans produits chimiques. Sans produits chimiques, bien sûr, sans produits chimiques. Sans produits chimiques, en réduisant nos efforts, on ne va pas retourner le sol. Donc pour tous ceux qui utilisent des outils manuels comme la fourchette, etc., nous, on va utiliser plutôt de la grelinette qui va permettre de décompacter le sol. C'est ce dont on a besoin, décompacter le sol sans le retourner pour respecter aussi... C'est quoi exactement une grelinette? Alors la grelinette, c'est une espèce de fourche avec plusieurs dents alignées droites et deux manches qui nous permettent de planter, enfoncer et de juste décompacter le sol sans avoir à le retourner. Puisqu'il faut savoir pour la petite histoire que lorsque vous retournez le sol, non seulement vous forcez plus, ça c'est indéniable, mais deuxièmement, le sol il est composé de différentes strates. Et au-dessus, c'est la strate la plus fertile. C'est là que se décompose la matière organique, c'est là où on a tous les éléments fertiles. En dessous, c'est plutôt du sol argileux, donc beaucoup moins fertile. L'eau, l'oxygène vont avoir du mal à pénétrer dans l'argile. Lorsque vous retournez votre sol, du coup, vous mettez l'argile au-dessus. Et vous allez planter votre plante dans de l'argile qui est beaucoup moins fertile. Et donc après, vous compensez par du terreau, différentes choses pour... D'accord. Donc c'est déjà beaucoup moins... Bon, la plante, elle va être vigoureuse, elle va réussir à se dépatouiller, mais c'est déjà beaucoup moins agréable pour elle de commencer par l'argile que de commencer dans un sol fertile. Deuxièmement, le sol, comme je l'ai dit, il est vivant. Il y a énormément d'organismes qui vivent dans le sol. Et ces organismes n'aiment ni la lumière, ni la chaleur. Lorsque vous retournez le sol, vous les mettez à l'exposition de la lumière et de la chaleur. Et ce sont ces organismes-là qui sont responsables de la fertilité des sols. Donc, si vous les faites fuir, vos sols vont s'appauvrir. Et c'est un petit peu la conséquence de ce qu'on a eu. Alors en Guadeloupe, on est encore un petit peu préservé, mais en France, on voit ça beaucoup. Sur les grandes cultures qui ont été épandues d'engrais chimiques pendant plusieurs années, les sols s'appauvrissent, c'est-à-dire que ces organismes qui vivent dans le sol n'y sont plus puisqu'ils n'ont pas pu se nourrir. Les plantes étaient nourries de manière synthétique et aujourd'hui on se rend compte qu'il faut en mettre toujours plus d'engrais chimiques pour pouvoir avoir les mêmes rendements. Mais cette histoire de culture intensive aussi. C'est ça. Voilà. Mais c'est tellement logique ce qu'il dit en fait. C'est d'une logique implacable. Alors moi je me demande pourquoi les autres font différemment. Alors, moi, je me rends compte dans ma vie, C'est tellement logique. C'est vrai, mais alors, il y a tellement de choses logiques qu'on n'y pense pas si on ne nous le dit pas, que je pense que c'est pour ça que les autres font différemment. Et puis, faut pas jeter la pierre, puisque... Alors, je jette pas la pierre, mais c'est juste une question qui m'interpelle quand même. Bien sûr, mais lorsqu'on a commencé à rentrer en agriculture intensive, l'objectif, c'était de nourrir les populations et les grandes populations. Donc, on s'est dit, pourquoi moi je fais du jardinage et peut-être pas de l'agriculture, c'est que l'agriculteur même qui va cultiver sur plusieurs hectares va rencontrer des problèmes différents. C'est beaucoup plus difficile de récolter lorsqu'on est sur un champ qui est en multiculture, par exemple. Alors que quand on n'a que de la canne, il y a des machines qui passent, broum, 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 c'est bon, c'est fini, on a récolté notre canne. Lorsqu'on n'a que de la banane, on sait comment faire. Lorsqu'on a
bananes mélangées avec maracuja, mélangées avec etc., qui n'ont pas forcément le même cycle de reproduction. Bon, ça demande déjà une logistique différente, ça demande des choses différentes. C'est pour ça que moi, je m'adresse aussi au grand public qui aura peut-être des parcelles un peu plus petites, qui n'auront pas des hectares, même si les techniques que nous enseignons sont aussi très adaptées à l'agriculture, puisqu'on a commencé, alors pour la petite histoire, je travaille avec ma mère, Franciane Gamiette, qui est ingénieure agronome, qui a travaillé plus de 30 ans à l'INRA et qui ensuite a monté son entreprise Gage, qui, elle, s'adressait aux agriculteurs. Donc c'est issu de ces connaissances qu'on a pu, c'est grâce à ces connaissances qu'on a pu faire cette formation qui, elle, est un peu plus adaptée au grand public. Mais donc, on propose aussi des alternatives aux agriculteurs et des méthodes sans produits chimiques, toujours pour pouvoir... Donc, c'est une continuité d'enseignement, de savoir que voilà. tu as puisé chez ta mère toute Exactement. cette notion-là. Le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Il a lui-même la station-là. Alors, moi, j'ai une question. Si on avait une tradition pour les beaux jardins, tu vois, avec Oui. les liserets et tout ça, et j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément une bonne chose. Alors, à partir du moment où on essaie de dompter la nature, on essaie de l'orienter, il faut retrouver un équilibre après. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Moi, je suis très pour qu'on puisse allier le beau à l'utile. On peut très bien faire un jardin très beau, par contre, en n'oubliant pas la diversité dans le jardin. C'est la diversité qu'on va retrouver parce que c'est cette diversité qui va permettre de créer un équilibre. Il y a bien sûr des choses à mettre en place autour du jardin. Nous, ce qu'on propose, c'est par exemple d'apprendre à mettre un environnement pérenne autour de son jardin qui va permettre justement d'attirer nos amis et tout ce qui est coccinelle, chrysopes, cirphes, etc., etc. Les papillons. Alors, les papillons, c'est pas forcément nos amis. Ah bon? Non, on le sait pas vraiment parce que c'est très beau un papillon, mais les papillons pondent des œufs qui font des chenilles et les chenilles mangent les feuilles de nos arbres. Alors c'est très très beau les papillons, mais de toute manière, alors l'objectif n'est pas d'éliminer telle ou telle espèce ou tel et tel insecte. Si on n'a pas de nuisibles du tout dans nos jardins, il n'y a pas de raison qu'il y ait des prédateurs assez nuisibles dans nos jardins. Donc il faut juste trouver un équilibre, que ces nuisibles-là ne causent pas trop de dégâts sur les plantes qu'on veut récolter par la suite. C'est ça l'objectif. Donc il faut vraiment créer un équilibre. Il y aura des papillons, bien entendu, il y aura aussi des oiseaux, des mammifères, des choses comme ça. Et il y aura des insectes qui seront plutôt bénéfiques, comme les coccinelles qui vont manger des cochenilles, qui vont manger des pucerons, etc. etc. Est-ce que tu te déplaces aussi pour aller rencontrer les agriculteurs ou des particuliers pour voir un peu ce qu'ils ont créé pour proposer autre chose? Ça nous arrive de nous déplacer, notamment chez les agriculteurs. Là, on a notamment travaillé avec la Chambre d'agriculture, justement, sur un projet avec des agriculteurs où on se déplaçait sur leurs parcelles et on faisait des observations. C'est vrai que pour les particuliers, j'ai énormément de demandes pour me déplacer chez les particuliers de manière générale. Maintenant, pourquoi on a choisi de digitaliser cette formation, c'est parce que notre but, c'était de divulguer l'information au plus grand nombre. D'accord. Or, le fait de se déplacer, alors oui, c'est très valorisant de se déplacer, d'aller voir sur place, etc. Je réponds quand on me demande, pas plus tard que tout à l'heure, on m'a posé des questions sur le jardin, je vais répondre comme je peux. Mais dans vraiment le but de pouvoir divulguer cette information au plus grand nombre, on préfère rester de manière digitale. Ça nous arrive d'organiser des ateliers. On se déplace à certains endroits, on réunit un certain nombre de personnes, ou alors sur notre parcelle directement. On en a déjà fait, on en faisait avant, et c'est justement parce qu'on en faisait et qu'on pouvait accueillir que 12 personnes dans le groupe qu'on s'est rendu compte que 12 personnes qui venaient en formation chez nous, sur les 12 personnes, peut-être que 3 auront retenu l'essentiel de la formation. Tout le monde était satisfait de la formation, mais après, une fois qu'il faut appliquer dans son jardin, c'est autre chose. Voilà. Donc, ça devenait compliqué. Et le format que nous avons choisi pour la formation, ce sont des vidéos que nous avons faites, nous permet de montrer, puisque le jardin, il y a vraiment des choses très petites à voir parfois, de montrer les choses de manière de qualité et que les personnes puissent y revenir.
Quand j'ai oublié qu'est-ce qu'il avait dit pour le sol, si on fait un atelier, je ne pourrais pas revenir pour vous dire oui, je vous avais dit il ne faut pas retourner le sol, alors que là, avec les vidéos, vous avez pris l'information. Qu'est-ce qu'il avait dit pour le sol? Attends, il y a une vidéo qui en parle, voilà, je retourne sur ma vidéo, je regarde la vidéo 5 minutes et puis je retourne dans mon jardin pour pouvoir mettre en pratique. Très bien. En tout cas, ça veut dire que son business model est très rodé. C'est très bien. Et c'est important d'avoir un bon business model parce qu'il y a des arguments. Et très souvent, on trouve des entrepreneurs qui ont une bonne idée, mais dont le business model n'est pas rodé, n'est pas réfléchi. Et en fait, il n'est pas adapté à l'environnement. Et c'est là qu'il faut insister. En fait, le business model, il est vraiment utile. Son business model, lui, c'est digitaliser. C'est ça. Parfait. C'est très bien. Alors, on va tout de suite faire une transition avec l'actualité. Je vous demanderai à vous, invités, de réagir. Alors, si on peut passer la vidéo sur le campus et le CHU à venir, c'est parfait. Depuis que je suis aux responsabilités politiques, j'ai toujours dit ce que je veux faire et j'ai toujours fait ce que j'ai dit. L'économie bleue, l'économie verte, accompagner les agriculteurs, les pêcheurs, l'innovation avec la technopole du monde Bernard, Audacia Technopole Caraïbes. Et aujourd'hui, ma fierté, c'est de savoir que le gouvernement a annoncé officiellement la faculté de médecine de plein exercice en Guadeloupe. Médecine Vallée, que nous appelons de nouveau depuis un certain temps. 50 millions ont été mobilisés par la région Guadeloupe. Depuis 2018, la région Guadeloupe œuvre avec l'Université des Antilles pour la création d'un projet ambitieux, le campus universitaire de santé. Bien sûr, il était important pour nous de pouvoir être le plus près possible du futur centre hospitalier qui est en construction et c'est la raison pour laquelle, très tôt, dès que nous avons su que le nouveau CHU allait être installé à Perrin, il semblait logique que le campus de santé soit adossé au futur CHU. Le campus santé est un excellent projet, un projet structurant et innovant pour la Guadeloupe. On a une logique dans la prise en charge des patients, mais aussi dans le mouvement des étudiants. Ce campus proche du CHU permettra aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants d'être aussi au plus près et au plus proche des patients. La majorité des enseignants étant au CHU, il sera beaucoup plus facile pour eux de prendre quelques temps pour aller faire un cours, pour aller faire soutenir une thèse, un mémoire, sans prendre le risque des embouteillages tels qu'on les connaît maintenant. On trouvera les écoles paramédicales, c'est-à-dire l'Institut de formation des infirmiers, l'école des infirmiers anesthésistes, l'Institut de formation en puériculture. Nous trouverons aussi les unités de recherche de l'INSERM, de la recherche universitaire et hospitalière, le centre de formation continue du CHU. Et enfin, il y aura bien sûr des services communs, une bibliothèque universitaire, un restaurant et une résidence universitaire. Ce sont donc plus de 3000 personnes qui fréquenteront régulièrement le campus. Ainsi, comme un lieu de confluence, nous voulons créer une synergie. Voilà pour cet extrait. Donc, j'aimerais vous demander de réagir, puisqu'il faut voir en ces deux structures qui seront jumelées, la portée aussi pour nous en tant que territoire. Donc, France-Aimée, d'abord, si tu veux. Enfin, moi, j'ai regardé ça, j'étais impressionnée. Impressionnée dans le sens où c'est valorisant pour la Guadeloupe. C'est valorisant pour aussi les futurs médecins qu'on va produire chez nous. Formés ici. Donc, la formation en médecine sera valorisée. Et en fait, je pense que ça sera plus adapté à nous. Et non pas ceux qui partent. Alors que là, ils sont à côté, vraiment tout près. Et il y aura une synergie qui va s'installer entre les deux structures, en fait. Ça, c'est génial. En tout cas, je suis fière. Ça fait du bien. Madame Clara. Donc, moi, je trouve que c'est une belle initiative. Stratégiquement, c'est bien. Ça permettra, en fait, à nos étudiants de ne pas partir trop loin. Et en espérant qu'ils trouveront matière chez eux. Et d'autre part, pour moi, c'est un outil qui va non seulement faire profiter la Guadeloupe, mais nous élever
aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui nous connaissons tous le problème de notre CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. Et pour moi, c'est stratégiquement, sur le plan touristique, sur le plan international, on sera mieux vu. Et c'est donner la possibilité à nos propres Guadeloupéens de rester chez eux. Et vu la pénurie aussi des médecins en Guadeloupe, ça nous permettrait en fait d'être mieux servis. Et franchement, je trouve ça, c'est une très belle initiative. Manuel Pierre. Je suis de l'avis général. Hein. De toute manière, je trouve que c'est vraiment une super initiative. C'est très, très bien pour la formation des futurs médecins. Et puis aussi, ça permet, même si ceux qui sont là déjà, qui étudient en Guadeloupe la médecine, etc., ça permettra aussi de répondre peut-être plus, et en tout cas d'étudier peut-être plus les problématiques que nous avons sous nos latitudes, puisqu'on a des problématiques spécifiques de diabète, de cancer de la prostate, de drépanocytose, voilà, qui sont assez spécifiques à nos régions. Et je l'espère, ça permettra de pouvoir étudier beaucoup plus en amont ces maladies et puis trouver des traitements pour soulager les personnes qui en sont atteintes. Et je trouve que c'est juste génial. C'est génial. C'est surtout ce qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il y aura les formations pour être infirmier, être soignant en local, parce qu'aujourd'hui tout le monde est obligé de partir. On avait la première année de médecine, et je crois la deuxième année a été rajoutée. Mais là, on pourra faire le cursus entier, et on peut imaginer justement avec nos atouts au niveau des plantes médicinales, on peut imaginer qu'on ait des études, puisqu'il y a une faculté de recherche aussi qui va permettre de faire des recherches aussi. On ne peut espérer que du bon. Déjà aussi au niveau business aussi, par rapport à tout ce pôle, donc tous les commerces qui sont autour vont trouver des activités qui vont être décuplées. Donc maintenant, comme c'est 2024, organisez-vous, cher chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. L'innovation. C'est comme disait aussi Madame Clarin. Oui. Au niveau de la vision du Guadeloupéen, là, on a un pôle d'expertise sur les domaines de santé. Regardez comment on voit Cuba. Exactement. Cuba est considéré comme un haut lieu de la santé. Des gens sortent de beaucoup de pays du monde pour aller à Cuba se faire soigner. Pour moi, c'est un joyau dans la Caraïbe. Un vrai joyau dans la Caraïbe. Et plus que jamais, moi, je suis directement concernée par les métiers de l'hygiène, parce que nous intervenons beaucoup dans les milieux, nous formons des personnes dans le domaine hospitalier. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu une étudiante qui est venue me voir pour la partie hygiène et propreté qu'elle n'a pas pu valider et qu'elle passera en fait cette partie-là en formation continue chez nous. Donc l'hygiène vraiment, c'est notre cœur de métier et c'est surtout tout ce qu'on va mettre en place pour conserver la santé. Donc c'est important. Très bien, en dehors du projet, c'est bien. C'est un beau projet, mais j'espère aussi que ce projet verra le jour avec les Guadeloupéens. Ça, c'est encore une autre idée. Et je ne sais pas, je n'ai pas les détails, mais en tout cas, j'espère que ceux qui dirigent ce projet vont tenir compte de notre spécificité locale. Déjà, en matière de construction, il y a eu un effort qui a été fait. Il y a même une clause sociale qui est dans le chantier d'insertion. Il y a des chantiers d'insertion il y a beaucoup d'entreprises de Guadeloupe qui y travaillent, donc c'est déjà bien, puisque je crois que c'était 400 millions, l'hôpital. Donc là, encore d'autres constructions vont arriver, parce que la partie hôpital est pratiquement finie, si on regarde bien. Le gros est, l'architecture est faite. Maintenant, il va falloir construire le campus. Donc, moi, je pense que c'est une excellente initiative. Je vais vous demander aussi de réagir sur la nouveauté qui vient d'arriver au niveau de la Martinique, où il y a une Air Sénégal qui proposera très 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 bientôt la desserte Fort-de-France-Sénégal, avec la possibilité, parce que ce qui est intéressant, à part l'idée de relier le côté historique, la Caraïbe vers l'Afrique, le continent originel, il y a cette question-là qui est une question aussi importante, mais il y a aussi la possibilité au niveau business. Pour nous qui avons beaucoup au niveau du niveau de formation, nous pouvons beaucoup apporter au niveau de l'Afrique qui justement est en demande de personnes comme Manuel, qui par exemple, Manuel, je serais
un grand dirigeant d'entreprise. Non, mais on est. Non, mais les échanges, Alors, c'est important. hein. et les échanges vont dans Les les échanges, deux c'est sens ça. parce que tu parlais niveau business. Moi, je sais que, par exemple, il y a la ferme Songhai qui m'intéresse Ah oui, énormément mais là-bas. justement, qui sera ici. Oui, il sera voilà. ici bientôt. On va Il est voir si on censé peut le venir. recevoir. Je suis Oui, ça tout à fait. On vraiment va essayer avec de le beaucoup recevoir aussi, d'attention. si c'est possible. Et voilà, donc il y a des échanges super intéressants à faire. Je pense aussi qu'on a une image de l'Afrique qui est en train de changer parce qu'avec la démocratisation des réseaux sociaux, on voit un petit peu plus ce qu'est l'Afrique, Oui. mais on a une image de l'Afrique qui n'est pas ce qu'elle est. Et le fait de pouvoir s'y rendre plus facilement, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que c'est la croix et la bannière pour se rendre en Ah oui, Afrique. il faut aller en avoir un France. budget, il faut avoir vraiment des choses. Le fait de pouvoir s'y rendre plus facilement va nous permettre aussi de changer l'image qu'on peut avoir de l'Afrique et puis les peurs, peut-être, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'Afrique. Déjà, comprendre que l'Afrique, c'est pas un pays, mais c'est un continent. Ça, c'est important, puisqu'on parle Beaucoup souvent de d'idées reçues. l'Afrique. Beaucoup d'idées reçues. hein. Voilà. Et puis se rendre, moi, c'est un de mes rêves de me rendre dans certains pays d'Afrique. Et là, ça va être un rêve qui va être plus facilement réalisable, je pense. C'est intéressant de souligner, avant de te donner la parole, c'est que les organisateurs, en fait, c'est une initiative de l'Office du tourisme de Martinique, d'abord, qui avait rencontré lors d'un voyage les dirigeants de Air Sénégal. Et donc, il y avait une étude de lancée. Et donc, en fait, pour que ça soit une ligne pérenne, parce que ce n'est pas encore acquis, il faut bien qu'on comprenne que l'idée, c'était d'ouvrir une ligne sur la Martinique, mais qui serait un hub. Ah, d'accord. Ce n'est pas Martinique uniquement. L'objectif est de faire en sorte que toute la Caraïbe passe par la Martinique pour remplir les avions. On ne compte pas seulement sur les Martiniquais. Il faut bien qu'on comprenne. Exact. Donc, Nous si aussi, on veut que cette concerne. ligne soit pérenne, il faut qu'il y ait un certain flux. Oui, Maintenant, au niveau du Sénégal, c'est pareil. Donc, le Sénégal sera un hub aussi. Donc, à partir les du autres Sénégal, pays il y aura des possibilités de Voilà. faire des transitions vers la Côte d'Ivoire notamment et toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment cette idée. Ce n'est pas juste relier la Martinique au Sénégal. Ce n'est pas du tout ça le projet. C'est un lieu de D'accord. correspondance. Donc, c'est encore mieux puisque vous allez pouvoir, justement avec les correspondances, si Manuel souhaite, par exemple, aller en Côte d'Ivoire, eh bien, il va prendre un billet et il ira Sénégal, directement Côte Martinique, Sénégal, Côte d'Ivoire. Il Exact. le fera peut-être en bus ou bien dans un autre. Voilà. Voilà. Donc cette idée-là est très intéressante pour les Guadeloupéens, pour les Guyanais. La Guyane est à 45 minutes de la Franchement. Martinique. Mais il y a l'aspect économique, puisqu'aujourd'hui, vous devez aller à Charles de Gaulle. Donc ça vous fait déjà en saison 7 heures. basse 500 € à peu près. Et puis 7 heures de voyage. 7 heures de vol. Ben oui. Et souvent, vous êtes obligé d'attendre. Tout à Parce fait. qu'il n'y a On pas fait de la vol. correspondance. Il faut des fois rester 1 à 2 jours pour attendre son vol. Pour attendre Donc, le prochain. vous avez c'est des billets autour de 1800 €, 1500 € complets à l'essai. Voilà. Allez, Donc, des fois. Donc, maintenant, je pense que là, ça va être réduit. Ça va ouvrir les Ouvrir choses. les ponts et des tours opérateurs vont proposer aussi des destinations. Il y a la dimension touristique qui va s'installer des Et deux côtés. culturel. Culturel aussi, des échanges des deux côtés. Ça va ouvrir du business aussi sur cette partie. Et moi, je compte beaucoup aussi, parce que je ne sais pas si vous avez écouté le discours du président du Ghana. C'était, je ne me rappelle plus son nom, où il disait que l'idée de former pour que l'Afrique, justement aujourd'hui, la problématique première, c'est la question de la ressource humaine et les gens formés. Le temps de former les Africains, parce que de mettre en place des cursus universitaires, etc., ça va prendre du temps. Ça se fait, mais l'idée, c'est de voir dans quelle mesure la diaspora peut apporter son concours. Et ça a été le sens de son voyage autour du monde, où il a rencontré la diaspora en France, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, en Angleterre et tout, pour dire à cette diaspora, vous êtes formés, vous avez une compétence, venez, nous pouvons vous apporter des éléments. Je pense que c'est une dimension qui peut être intéressante pour les deux, de manière à ce qu'on puisse, par exemple, je sais qu'au Ghana, il y a une société de Guadeloupe qui vend du soja, et le soja est fabriqué en Afrique, au Ghana. Donc il y a des plantations au Ghana, mais l'expertise, l'ingénierie est guadeloupéenne. Et donc ensuite, les produits sont revendus sur nos marchés, et ce sont des produits bien présentés, marketés, tout ça. Donc il y a tout un ensemble d'ouvertures, de possibilités, de croisements culturels, et qu'on ne peut qu'espérer avec ce beau projet. Donc il faudra suivre ça. De près. Je vous propose parce que d'ici la franchement, semaine c'est une prochaine. occasion pour nous d'échanger. Toi, tu as dit culturel, business.
mais je veux dire aussi pour notre développement personnel, Tout je à veux fait. dire d'une façon générale, parce qu'on va échanger avec des gens qui sont plus proches de nous. Tout à fait. J'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, nos modèles ne sont pas proches de nous. Et si je peux rajouter juste une chose, on était en train de parler du nouveau pôle universitaire médical qui va se tenir à côté du CHU. Voilà. C'est vrai que moi j'imagine, moi si j'avais pu faire mes études, j'ai fait des études de commerce international ailleurs que dans un pays froid, j'aurais préféré. Tu étais dans quel pays? J'étais en France, j'étais à Dunkerque, alors j'ai fait 2 années à Dunkerque et ensuite j'ai eu la chance d'aller à Barcelone pour ma dernière année, donc c'était pas mal. Mais j'ai rencontré pas mal aussi de... Quel diplôme tu as passé? Alors j'ai un bachelor en commerce international et une licence de gestion. Voilà. Oui, Donc, notre jeunesse. Très bien. Très bien. et donc j'ai rencontré pas mal Maintenant, d'amis. il joue avec des insectes. Oui, maintenant Il y a de C'était multiples voies c'était pour pour la arriver à Rome. et j'ai rencontré pas mal d'amis sénégalais, pas mal d'amis africains qui peut-être auraient préféré se rendre en Guadeloupe ou en Martinique pour pouvoir faire les mêmes études, par exemple. Donc, Et même pour parce que beaucoup d'Africains viennent se faire soigner en France. Absolument. Ils pourraient aussi imaginer venir dans notre hôpital, super hôpital, Voilà. au lieu de On va technicité. croiser les doigts que ça. Voilà, voilà, il faut suivre tout ça. Comme ça, Il faut suivre tout ça. et que les choses se réalisent. Voilà, ce que je vous propose, c'est que d'ici la semaine prochaine, on essaie d'avoir les acteurs. Voilà, c'est ça. Même en Zoom, on va faire pour essayer de creuser un petit peu, voir quel est le timing déjà. Peut-être dans 15 jours, semaine prochaine. Voilà, on a voilà, notre la projet. semaine prochaine, c'est compliqué là. Voilà, on arrive au terme de par l'émission. rapport à ça, Oui, par non, non, rapport à je ça. reviens vers vous. Je reviens vers D'accord. vous parce qu'il faut donner les coordonnées et tout ça. Voilà. Donc, on va arriver au terme de l'émission. Je vais présenter justement l'émission de la semaine prochaine qui est importante. D'accord. On va se poser des questions sur la présidentielle. Quel programme économique pour nous, les DOM, pour la Guadeloupe? Donc, nous allons analyser chaque programme de manière à ce que vous puissiez faire votre choix, un choix cohérent, un choix Éclairé. sur un projet éclairé. Madame, je vous laisse la parole. Oui, je disais que ce projet avec l'Afrique, pour moi, c'est en premier lieu, avant tout le business, pour moi, c'est une rencontre avec notre histoire. C'est ça. Une rencontre avec notre histoire, l'occasion, en fait, d'installer de bonnes relations de confiance et aussi des échanges culturels. Pour moi, c'est ça, et ensuite le business. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de Guadeloupéens, comme moi-même, je suis directement concernée. Je souhaite un jour visiter un pays de l'Afrique parce que ça, je le sens en moi. C'est un appel. Donc, pour moi, c'est une rencontre avec l'histoire et après des possibilités de faire des échanges professionnels, des échanges de pratiques et puis, pourquoi pas, développer dans d'autres pays d'Afrique. Très bien. Quel pays vous intéresserait en premier? Moi, le premier pays qui m'intéresserait, ce serait en fait la Côte d'Ivoire. Pourquoi? La Côte d'Ivoire parce que à Paris, j'ai eu beaucoup Il y a une histoire d'amis. d'homme derrière ça. Beaucoup d'amis qui m'ont parlé. Oui, beaucoup d'amis, des échanges, des étudiants qui m'ont beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, à travers eux, j'ai compris que je devais y aller. Très bien. Manuel, quel pays? Alors moi, au tout départ, c'était l'Afrique du Sud parce que j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Nelson Mandela en Afrique du Sud, mais en rencontrant aussi des gens, des amis de très grande qualité. Aujourd'hui, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Afrique du Sud, bien entendu, le Ghana. Il y a vraiment un paquet de pays qui m'intéressent là-bas en Afrique, vraiment. Moi, c'est le Kenya. J'y suis déjà allée plusieurs fois et franchement, j'ai trouvé des occasions de retourner, de relations personnelles, tout simplement, parce que j'étais allée pour des relations familiales. Mais il y a de vraies opportunités de business. Et ça, c'est vrai. Voilà. Bon, je vais vous donner le mot de conclusion et surtout rappeler vos coordonnées. J'aurais aimé, avant qu'on parte, que chacun de nos invités donne leurs coordonnées. Oui, c'est bien ce que je viens de dire là. Alors, madame d'abord. Voilà. Alors, Daniel Clarin, IGA Global Institut. On peut me joindre au 06 90 61 56 94 ou au 06 90 61 56 97.
Il n'y a pas de site internet encore? Il y a un site internet, IGA Global Institute. IGA Global Institute. On a une page Facebook aussi. .com. On a aussi une page Facebook, IGA Global Institute. On a aussi une page LinkedIn, toujours IGA Global Institute. Et une page aussi Insta, IGA Global Institute. Voilà. Bien joué, madame. Manuel. Alors moi, donc j'ai deux choses importantes. Je vais parler déjà des éco-jardiniers tropicaux, on en a parlé. Donc pour me joindre pour la formation, pour avoir des informations, juste pour nous suivre notre actualité, ça se passe sur Facebook, Éco-jardinier tropical, ou sur Instagram, même chose, Éco-jardinier tropical. Je suis joignable aussi par téléphone, alors je réponds par WhatsApp ou au téléphone. Si vous n'arrivez pas à me joindre directement, laissez un petit message WhatsApp, je répondrai. 06 90 18 30 80. Donc ça, c'est pour les éco-jardiniers tropicaux. Et j'ai une petite actu aussi karaté aujourd'hui. Dans le cadre du mois de l'endométriose, donc je me suis associé avec l'association Liquide Chocolat et nous organisons une manifestation de body karaté cet après-midi de 17h à 19h au Mémorial Act. C'est quoi la différence body karaté? Alors le body karaté, c'est un petit peu du fitness, mais avec des mouvements de karaté adaptés vraiment au grand public. On se frappe pas, c'est vraiment... On s'amuse, on se dépense sur de la musique. C'est vraiment très, très ludique. C'est très intéressant. Et, je vais voir ça, il faut voir ça. Quel public que vous attendez? Tout le monde. Les seniors? Alors, les seniors, les jeunes, tout le monde. Vraiment, c'est adapté à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de venir. Et puis, au moins, ça permettra de découvrir? Voilà. C'est à quelle heure? Tout à fait. C'est à 17h au Mémorial Act. Très bien, très bien. Voilà. OK. Bon, alors merci. On se dit à samedi. Voilà, merci. On a une bonne émission samedi. Restez vraiment connectés. Merci à l'IEDOM. Vous étiez très... Alors là, merci parce que vraiment, il n'y a pas d'hasard. J'y crois pas. Et en fait, ça nous a permis de faire une meilleure émission. Waouh, génial. Voilà, bon, on va poursuivre comme ça avec nos rencontres avec les institutions pour vous aider à mieux connaître leur mission. Je vous remercie de nous suivre et merci pour vos messages sur les Facebook. Sur le site internet à venir, nous on travaille beaucoup pour vous. Bon courage à nos deux malades, la spécialiste du Covid, Lulu. Il faut au moins 4 fois qu'elle a eu le Covid, la pauvre. Et Brigitte. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. À samedi. Merci à Mossoy Yann. Salut. Yes.